Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle édition du Grenier de l'Écho, le JT. Bonjour, je suis là, j'arrive. Normalement, la mise au point est faite, donc ça devrait le faire, ça devrait être bon. Bienvenue pour ce JT du Grenier, les amis, on est dimanche, il est 19h en ce début mai. Et donc évidemment, on va parler confinement, déconfinement. Alors est-ce que c'est la fin de crise avec le déconfinement qui arrive? Est-ce que c'est fini? Est-ce que voilà, nous avons vécu les heures les plus sombres et puis nous allons accueillir un avenir radieux qui nous attend, fait de vacances, de grandes libertés, de grandes épopées chevauchées dans les forêts, sur les plages de notre beau pays, et bien évidemment plein de shopping, de commerce et d'activités commerciales et économiques. Voilà, ça y est, c'est la liberté, on va sortir, on va reprendre comme avant. Eh ben non, parce que le confinement, c'est pas youpi, la crise est finie. Confinement, déconfinement, reconfinement et sortie de crise, vraiment, et ben vraiment pas forcément. Comment s'y préparer? Parce que vous allez voir que ce n'est qu'une étape de la crise et j'ai essayé toujours depuis le départ de vous donner quelques pistes, quelques éléments de réflexion vous permettant d'anticiper ce qui allait se passer et donc de prendre les décisions les meilleures ou les moins mauvaises et en tout cas d'éclairer au maximum votre discernement pour que vous puissiez prendre vos propres décisions en votre âme et conscience et vous forger justement vos propres convictions par rapport à ce que nous traversions et par rapport à ce qu'il fallait faire. Encore une fois, pas de vérité absolue, pas de vérité intangible, ça n'existe pas, mais en revanche, on est capable d'avoir un raisonnement intellectuel et de mener un raisonnement intellectuel et c'est encore une fois ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors pourquoi vous parlez de déconfinement, reconfinement, déconfinement, reconfinement? Vous voyez, même dans la manière dont j'utilise ces mots, déconfinement, reconfinement, déconfinement, vous avez compris, eh bien, c'est l'ascenseur émotionnel. Et il y a un vrai risque psychologique avec l'ascenseur émotionnel. Alors c'est pas l'ascenseur émotionnel, c'est pas une immense notion en psychologie et en psychiatrie, hein, donc évidemment les puristes de ce sujet me pardonneront, mais enfin en tout cas en vulgarisation psychologique et psychique, on comprend tous ce que c'est qu'un ascenseur émotionnel. En gros, je t'aime, je t'aime plus, je t'aime plus. C'est bon, c'est plus bon, c'est d'accord, c'est plus d'accord. Et donc c'est cette alternance de décision ou d'état de fait qui va provoquer une incertitude psychologique très forte et donc cette incertitude psychique très forte, elle amène de l'insécurité psychologique ou évidemment affective. Et donc si je vous dis bah voilà, le 11 mai c'est la libération, on reprend notre vie comme d'habitude, tout va bien, et puis le 30 mai, boum, patatras, tout s'effondre, on repart en confinement parce que finalement il y a beaucoup trop de cas où on n'avait pas endigué comme il fallait, ou enfin peu importe les causes, eh bien il va y avoir un fort moment de désespoir pour un certain nombre de gens ou de personnes. Alors, comment on fait justement pour lutter contre cette insécurité affective ou psychologique? Eh bien on anticipe, hein, on ne part pas du principe que la bonne nouvelle, la situation que l'on attend, c'est forcément la situation qui va advenir pour toujours et on sait peut-être qu'elle va avoir une fin et donc on s'y prépare, on l'envisage et psychologiquement, ça change globalement tout. Donc ne partez pas avec en tête que le déconfinement va être éternel, partez avec dans l'esprit que le déconfinement peut être momentané, peut durer un temps certain, un certain temps ou un temps incertain et donc si on part dans cette optique-là, eh bien évidemment, on se prépare à l'hypothèse du reconfinement et on s'y prépare dès le départ. Et ça va tout changer parce qu'on va utiliser aussi le temps qu'on a à sa disposition de manière complètement différente, puisque soit on se prépare à se déconfiner pour toujours, soit on se prépare à se déconfiner, en profiter pour pouvoir mieux se reconfiner, être peut-être plus près par rapport à ce qui nous manquait, on verra ça par la suite.
Alors pourquoi je vous parle du confinement, reconfinement, déconfinement, reconfinement? Parce qu'évidemment, là ici, vous voyez, c'est le petit logo du Parisien. C'était un article du Parisien. Déconfinement, la piste du stop and go. Vous pouvez taper ce titre-là sur votre meilleur moteur de recherche. Hein. Déconfinement, la piste du stop and go, ou le déconfinement yo-yo. J'en avais parlé il y a quelques mois déjà dans une lettre de stratégie à mes abonnés pour leur dire c'est a priori vers ça qu'on va s'orienter. Il y a des simulations qui avaient été effectuées par l'Imperial College à Londres, par leurs épidémiologistes. Et donc en gros, voilà, on va définir un seuil de confinement, si vous voulez, qui est évidemment défini par des capacités médicales et hospitalières, qui peuvent varier d'ailleurs, hein, parce que c'est pas parce que vous avez X capacités aujourd'hui que vous aurez toujours ces X capacités demain. Vos X capacités, elles peuvent éventuellement s'améliorer, mais elles peuvent également se dégrader avec des médecins malades, avec des médecins fatigués, avec du matériel fatigué, ou alors s'améliorer parce qu'on a de meilleurs traitements, on a de meilleurs protocoles. Donc tout ça c'est variable et aujourd'hui on ne le maîtrise pas et personne ne le maîtrise, mais ça peut être plus ou moins. Voilà, les deux sont possibles. Alors évidemment on va tous espérer le plus et le mieux, mais les deux sont possibles, le plus comme le mieux, le meilleur comme le pire. Donc en tout cas on a un seuil de confinement et ce seuil, donc encore une fois, il va être variable, soit à la hausse, soit à la baisse, et on espère tous que ce sera variable à la hausse. Et puis évidemment là on a des pics d'épidémie, ce qu'ils appellent les vagues, d'accord. Donc même si Raoult te dit qu'il n'y aura pas de deuxième vague, que ça s'est jamais vu, alors il a raison à mon sens, dans la mesure où en fait c'est pas une deuxième épidémie, enfin c'est toujours la même, simplement à partir du moment où on confine à partir d'un certain seuil, ce qui s'est passé quand on a décidé en France le confinement, on va déconfiner, si jamais le nombre de cas repart à la hausse, à un moment donné les mêmes causes vont produire les mêmes effets et donc les mêmes conséquences et les mêmes décisions, donc on reconfinera. Simplement, vous voyez, au fur et à mesure du temps, on peut considérer qu'il y a une forme d'immunité collective qui pourrait jouer, et donc petit à petit, les vagues devraient être de moins en moins hautes. Voilà, enfin bon, tout ça, c'est la théorie, mais en tout cas, le conseil, c'était d'intégrer déjà dès le départ la possibilité du confinement en yo-yo ou du confinement stop and go, c'est-à-dire une alternance de périodes de confinement et de reconfinement. C'est pas forcément très joyeux, mais il faut évidemment profiter d'autant plus de ces périodes de liberté relative. Et puis le deuxième confinement ne se déroulera sans doute pas de la même manière que le premier, parce qu'il faudra aussi qu'il soit acceptable, accepté par tous, etc. Donc c'est pas, si vous voulez, c'est pas une extrapolation linéaire qu'on peut faire. Le confinement a eu lieu de telle manière, donc le deuxième confinement aura lieu exactement de cette manière-là. Non, on aura d'autres moyens, on aura d'autres outils, et puis vous allez voir, il y a également plusieurs scénarios. Alors, le déconfinement n'est évidemment pas la fin de la crise. Encore une fois, le déconfinement n'est pas un marqueur de fin de crise. Et ça, je voulais revenir là-dessus, parce qu'on a l'impression, enfin moi quand j'entends les gens, ouais c'est super, le déconfinement approche et c'est la fin de la crise, c'est la fin des problèmes. Moi je partage pas cette analyse. Déjà économiquement, en fait, c'est pas du tout la fin de la crise, c'est le début de la crise. Le confinement, ça a été un moment de gel. Ça a été un moment où on a mis entre parenthèses, où on a mis des énormes moyens pour éviter des licenciements. Pareil, on va y revenir. Donc là, en fait, le déconfinement, ça va être aussi une forme de dégel, de décongélation de la situation économique, et donc il va y avoir des plans de licenciement absolument monstrueux, des sociétés qu'il va falloir sauver, une bérésina économique qui va tout simplement sauter aux yeux de beaucoup de gens, et donc on va pouvoir contempler les dégâts, je dirais, des chutes de neige. C'est au dégel qu'il y a les inondations, et là on risque d'avoir un peu une inondation qui va être liée à la fonte des neiges du chômage partiel, et qui vont se transformer en inondation de licenciements. Alors regardez, perte nette de 50 milliards de dollars pour Warren Buffett. 50 milliards de dollars pour Warren Buffett. Alors vous et moi, on ne va pas trop s'inquiéter pour l'avenir financier de Warren Buffett. Il a de toute façon de quoi voir venir et de quoi survivre. C'est pas tant le souci, c'est que quand vous avez un Warren Buffett qui est une légende sur le marché boursier, qui est une légende de la gestion de fonds d'investissement, de participation, etc. Et Warren Buffett qui n'est pas tant un spéculateur qu'un actionnaire de long terme. Hein. Donc je tiens à préciser que c'est d'autant plus intéressant que Warren Buffett, c'est pas le gars qui fait des coups sur du très court terme, c'est plutôt quelqu'un qui prend des
tickets, c'est-à-dire des participations dans des grandes entreprises sur du très long terme. Donc son fonds, le Berkshire Hathaway, c'est vraiment une optique de long terme. Donc c'est de la gestion, c'est de la vraie gestion patrimoniale, c'est de la gestion de valeur sur le long terme. Quand un type comme Warren Buffett maigrit, en général, ceux qui sont plus petits, eux, ils meurent de faim. Hein. Donc c'est un signal qui évidemment est inquiétant et que vous devez avoir à l'esprit. Se préparer économiquement toujours, 1,5 à 2 milliards d'euros d'aide par jour, ça ce sont parmi les dernières déclarations de Bruno Le Maire. On a provisionné 110 milliards d'euros, on a dépensé à peu près une cinquantaine de milliards. On dépense 1,5 à 2 milliards par jour, dit Bruno Le Maire. Ça, c'est sur les premières semaines de confinement. Il va falloir, je vous avais mis les captures d'écran de Google Actu, sauver Air France, sauver Renault, sauver Europcar. On a sauvé également la Fnac avec une ligne de crédit de 500 millions. Bref, c'est la bérésina économique. Et donc derrière, évidemment, il va y avoir des plans de licenciement. Même à la SNCF, on parle de plans de licenciement. Donc on aura, ça c'est... Alors, pareil, se préparer économiquement, on va avoir plusieurs phases. Donc dans le confinement, on a le chômage partiel. Et donc ça, je voulais attirer votre attention à toutes et tous là-dessus. Que pareil, on va éviter l'ascenseur émotionnel. Il faut se préparer psychologiquement. Encore une fois, on espère le meilleur, mais on se prépare aux mauvaises nouvelles. Et donc, on comprend bien l'enchaînement a priori théorique qui va se passer sur le front économique et le front de l'emploi. C'est que sur le très court terme, on décide du confinement et pour qu'il soit acceptable et que les gens ne soient pas dans une peur, panique terrible, on va dire mais vous inquiétez pas, vous allez rester chez vous et vous allez être payé. Bon. Là, évidemment, socialement, les gens, ils applaudissent et ils ont raison, c'est normal, c'était une bonne décision, les politiques ont eu raison de le faire, les gens ont eu raison d'être contents, il n'y avait pas d'autre solution, il fallait faire ça. Donc c'était le chômage partiel ouvert à tous, pour tout le monde, et payer 84% dans le pire des cas, et 100% quand votre employeur complétait les 16%. Donc en tout cas, chômage, on ne va pas travailler, on n'a pas de frais d'essence, on n'a pas de frais de cantine, on n'avait pas forcément les frais de garde pour les enfants, et donc on se retrouve, allez, on va dire, avec une perte de salaire qui est relativement négligeable, surtout que pour les plus petits salaires, notamment le SMIC, c'était pris en charge à 100%. Donc, chômage partiel bien couvert, ça c'est la première étape, celle du confinement. La deuxième étape, c'est le chômage partiel de longue durée. Alors je pense notamment à tous nos amis qui bossent dans le secteur de l'aéronautique, qui va évidemment être l'un des secteurs les plus touchés sur un temps long. Hein, c'est-à-dire qu'on voit bien que les compagnies aériennes vont pas pouvoir reprendre comme ça tout de suite. On va pas pouvoir partir tout de suite comme ça en low cost à Bali, à Copacabana, en République dominicaine, remplir des hôtels. Donc tout ce secteur du tourisme, tout ce secteur de l'aviation, de l'aéronautique par exemple, ce sont des secteurs dans lesquels on va avoir sur un temps long beaucoup de chômage, pour pas dire quasiment que du chômage. Et donc on va avoir un chômage partiel de longue durée, mais beaucoup moins bien couvert. Et on va rentrer dans cette étape-là, je peux vous l'annoncer parce que c'est officiel à partir du 1er juin. Et vous voyez, c'est ce qu'a dit Muriel Pénicaud, ministre du Travail, du chômage partiel et du chômage de longue durée. C'est moi qui ajoute ça de manière un petit peu ironique, mais on aura probablement un taux de prise en charge de l'État un peu moins important pour l'entreprise. Dixit Muriel Pénicaud, et donc si c'est pour l'entreprise, c'est évidemment pour le salarié, et ça, le chômage partiel, ça va changer à partir du 1er juin, petit à petit, ça va devenir dégressif, et puis on va amener les 84% du chômage partiel au niveau des indemnités de chômage classique, tout en sachant qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont commencer à évidemment passer de ce chômage partiel bien couvert en passant à ce chômage partiel de longue durée, elles vont envisager évidemment le chômage tout court, tout en sachant que pour beaucoup de gens, le chômage partiel, ça veut dire que je ne cherche pas du travail ailleurs et que je n'essaye pas de me reconvertir professionnellement. Entre guillemets, je ne peux pas démissionner, je suis prisonnier, enfin je peux démissionner, mais je suis prisonnier de mon employeur en fait. Tant que j'ai pas pris ma décision, si vous voulez, je ne bénéficie pas d'un plan de licenciement, je ne bénéficie pas des formations qui vont avec, et donc ça,
ce sera la troisième étape. Les sociétés qui voient que ce chômage partiel va durer très longtemps, eh bien, elles vont évidemment se lancer dans des plans de licenciement importants, et donc ce sera la troisième phase, donc le chômage tout court. Donc si on reprend, chômage partiel bien couvert, chômage partiel pas bien couvert, et licenciement tout court, licenciement dans le cadre de ces immenses inondations et dans cette immense vague de plans de licenciement qui va commencer à arriver avec le déconfinement. Donc justement, regardez ça, c'est un article du Figaro qui expliquait très bien d'ailleurs pourquoi un tsunami de licenciements est inévitable. Et pour le Figaro, les suppressions de postes se chiffreront en centaines de milliers, si ce n'est en millions d'emplois qui vont être détruits. Donc évidemment, les effets sur l'emploi dans le secteur aéronautique, la restauration, l'hôtellerie, le commerce de proximité, tout ça, ça va être absolument catastrophique. Ce qu'il faut savoir, c'est que même le commerce de proximité, moi je ne sais pas, je ne suis pas capable aujourd'hui de juger, et je pense que personne ne l'est, et vous avez vu, c'est un sujet dont on ne parle pas, mais personne aujourd'hui n'est capable de juger de la supply chain et de l'état de la supply chain, c'est-à-dire de l'état des chaînes logistiques d'approvisionnement mondial. Est-ce que la Chine reproduit ? Est-ce qu'on est en capacité de recevoir les collections printemps-été 2020 ? Ont-elles été produites ? Sont-elles sorties d'usine en Chine ou en Inde ? Bref, quand on va réouvrir nos commerces, qu'est-ce qu'on va y trouver ? Qu'est-ce qui va être disponible et qu'est-ce qui va être indisponible ? Et ça, je vous invite à être très vigilant et très observateur quand les magasins vont réouvrir à partir du 11 mai. Je pense que c'est très intéressant. Je ne suis pas persuadé que nous ayons que des magasins extrêmement bien achalandés quand ça réouvrira, parce que tout ça, il y a beaucoup de latence. Et je pense aussi que le confinement permettait de masquer en partie le fait que dans les chaînes logistiques en provenance d'Asie, on arrivait au bout du bout, et que les premières pénuries de toute manière allaient arriver, et que de toute façon, il n'y aurait plus eu grand-chose à vendre pour beaucoup de secteurs commerçants. Ce qui n'était en revanche pas le cas évidemment pour la restauration par exemple, ou pour l'hôtellerie. Là, c'est pas des choses qui viennent de Chine. Mais en tout cas, surveillez bien ce qu'il y aura de disponible ou pas. Justement, préparer son déconfinement et son reconfinement éventuel. Pareil, vous gardez ça en tête. Et donc, quand on va se déconfiner, on va pouvoir faire un certain nombre de choses et on va y revenir. Avant, je voulais vous parler de votre plandémie. Donc, c'est votre plan pour la pandémie, le plandémie. Et donc, est-ce que vous avez fait et conçu votre plandémie ? Et c'est important de parler plandémie, petit moyen mémotechnique pour parler vraiment de cette nécessité de faire des plans personnels. Avant de faire ces plans personnels, je voulais qu'on revienne sur les 4 marqueurs de sortie de crise pour vous montrer à quel point le déconfinement n'est pas un marqueur de sortie de crise. Donc c'était pour vous le faire j'ai le mot qui m'échappe, c'est pas grave, je suis fatigué, mais les 4 marqueurs, c'est évidemment le vaccin qui fonctionne, c'est l'immunité collective, c'est la prophylaxie efficace, c'est-à-dire un traitement, alors peu importe que ce soit l'hydroxychloroquine, le remdesivir ou une trithérapie ou une bithérapie avec des antirétroviraux utilisés dans le VIH ou toute autre chose avec du plasma de patients, bref, on s'en fiche, terme intellectuel. C'est une prophylaxie, c'est-à-dire un traitement qui fait qu'on ne meurt plus du Covid, ou alors on meurt du Covid de manière extrêmement marginale, voilà, dans 0,0001% des cas, vraiment, quand on n'a pas de chance. Et même quand on est vieux, on ne meurt plus du Covid, et avec un comprimé matin, midi et soir pendant 5 jours, et en restant couché, ça a l'effet d'une grippette, et puis tout va bien, on repart à nos activités respectives, et puis évidemment la disparition du virus. Donc ça, ce sont les 4 marqueur réel de fin de crise, c'est-à-dire le virus disparaît, on ne sait pas pourquoi, mais enfin bon, ça arrive même très régulièrement, les épidémies naissent, grandissent, font d'énormes dégâts, et puis parfois s'éteignent, soit parce qu'il y a une immunité collective, soit pour des raisons que finalement on comprend mal, mais ça arrive. Donc le déconfinement, lui, n'est pas un marqueur à lui seul, n'est pas un marqueur de fin de crise, de sortie de crise, donc ça ne change rien à la nécessité de votre plandémie. Les marqueurs de fin de crise définitifs qui vont nous permettre de dire voilà, on va pouvoir reprendre
notre vie d'avant comme avant, eh bien c'est le vaccin, l'immunité, la prophylaxie, la disparition du virus. Voilà. Alors, vous pouvez tourner le problème dans tous les sens. Vous avez 4 marqueurs possibles de sortie de fin de crise définitif. Il y en a 4, il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 15, il n'y en a pas 20, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 36, il y en a 4. Et tant que vous n'avez pas un de ces 4 marqueurs de fin de crise, vous êtes dans la crise. Point barre. Et le déconfinement, là on peut avoir plusieurs hypothèses pour le déconfinement. Le déconfinement qui se passe bien parce que par exemple on retrouve le marqueur précédent. Le déconfinement se passe vachement bien parce que en plus on a une disparition du virus, parce qu'il fait beau, parce que j'en sais rien, parce qu'on a une disparition du virus. Bon. C'est à espérer, c'est évidemment, on espère tous que ça va se terminer très vite. Mais le déconfinement, il peut échouer. Alors le déconfinement, il peut échouer très vite, c'est-à-dire qu'on est a priori sur un virus qui se transmet très rapidement, mais bon, peut-être qu'avec les masques, si tout le monde porte bien son masque, si on a une forte distanciation, etc., bon, on peut penser qu'on serait plutôt dans le troisième scénario, mais imaginons le déconfinement échoue, il échoue rapidement, et donc au bout de 4 semaines, en gros, bon, vous avez vu, ça se transmet, en tout cas dans la première partie de l'épidémie, ça se transmettait extrêmement vite. Donc on a ce qu'on appelle la deuxième vague, peu importe si le terme est propre ou impropre, mais on a en tout cas un deuxième pic épidémique, de la même épidémie, mais l'épidémie reprend, puisque on se déconfine, on sort, on se rééchange nos miasmes, nos microbes et tutti quanti, et donc on termine reconfiné 4 semaines après, et donc début mai, début juin, tout le monde chez soi, à nouveau confiné. Et puis la dernière hypothèse, qui à mon sens est la plus probable, et je peux me tromper évidemment, donc encore une fois, vous prenez pas ça comme la vérité, mais je pense que par rapport à la première phase, dans la première phase, nous n'avions pas le concept, on n'avait pas mis en place dans nos esprits, dans nos manières de vivre, la distanciation sociale. On connaissait le principe de distanciation sociale, mais on ne l'appliquait pas. Dans cette première phase d'épidémie, nous n'avions pas de masque. Donc comme on n'avait pas de masque, c'est quand même très dur dans le cadre d'un virus aéroporté, quand on s'éternue dessus, de ne pas se le refiler. Donc évidemment, on n'avait pas de masque. Là, a priori, on va avoir des masques. Donc on peut penser qu'entre l'hygiène de la distanciation sociale qui met une première barrière et puis les gestes barrières justement, et ensuite le port des masques, on peut penser qu'on ne va pas éteindre les virus, mais qu'on va ralentir considérablement la reprise de l'épidémie. Donc elle va reprendre, on peut penser qu'elle va reprendre, on peut penser qu'on va courir derrière elle, notamment avec ces fameuses brigades que le gouvernement veut mettre en place. Alors moi je trouve que c'est, en termes de communication, c'est très mauvais, et puis en termes d'état d'esprit, je pense que c'est très mauvais aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas effectivement être dans le flicage des gens. Si on veut que ce soit qu'il y ait une grande acceptabilité de la lutte contre le coronavirus, il faut d'abord expliquer réellement la gravité du coronavirus, parce que moi à un moment donné, soit ça tue personne, soit c'est vraiment très mortel. Bon, mais ça à un moment donné, il va falloir sortir les vrais chiffres et les vraies statistiques de mortalité pour donner les vrais chiffres aux gens, parce que ça aussi, ça va jouer sur l'acceptabilité des mesures. Moi je suis absolument opposé à toute forme de fichage, sauf si on me démontre qu'effectivement il y a 20% de mortalité sur tout le monde, vieux, jeunes, femmes et bébés compris. Alors là je dirais effectivement là c'est pas pareil, on est dans un cas extrêmement grave, et donc on est peut-être obligé d'avoir du fichage, du tracing, du tracking, du machin, du truc. Bon, mais encore, sur le principe, moi je suis relativement opposé à ça, parce que je pense que si on est face à quelque chose de grave, que tout le monde en est conscient, parce que les choses elles sont bien expliquées et que tout simplement on dit la vérité, eh bien il y aura objectivement une adhésion des gens, et les choses se passent relativement bien. Quoi qu'on en dise et quoi qu'en disent certains esprits chagrins, les Français, je trouve, dans leur très grande majorité, se sont extrêmement bien comportés dans cette période de confinement. Il y a eu quelques excès, mais c'est somme toute totalement marginal par rapport aux contraintes qui ont été imposées. Donc moi je trouve que ça s'est extrêmement bien passé. Donc on va imaginer que avec ces enquêtes épidémiologiques, avec cette remontée d'informations, avec cette gestion des cas contacts, avec le port du masque, avec la distanciation sociale, avec les gestes barrières, on peut imaginer qu'on va garder un temps d'avance sur le virus pendant un certain nombre de mois avant de potentiellement perdre le contrôle, et donc ça nous amènerait plutôt à septembre, octobre ou novembre, donc on va dire après les mois d'été
pendant lesquels traditionnellement, il est vrai, les gens sont nettement moins malades, et puis on reprend le fait d'être malade, généralement à l'automne, au premier frima, et là les rhumes ça tombe, etc., etc. Et donc peut-être qu'à ce moment-là, on peut perdre le contrôle et se retrouver avec une deuxième vague. C'est également un des scénarios très largement envisagés et très crédible. Moi, c'est mon préféré parce que, alors après, je ne peux pas vous dire si ce sera fin août, début septembre ou plutôt novembre, mais je pense que ce serait le plus logique. Et si ce n'est pas celui-là qui a lieu, alors on peut espérer que le virus ce sera éteint, aura disparu parce qu'on aura réussi justement à l'endiguer en petit à petit l'enfermant et en réduisant le nombre de cas, en réduisant les chaînes de contamination. Mais donc à un moment donné, quand on a réduit les chaînes de contamination, on peut vraiment vaincre le virus et le couper. Et c'était le sens évidemment du confinement. Donc la victoire, elle est possible. Pour ça, il faut évidemment avoir des outils et les masques. Et les masques portés en population générale sur un virus aéroporté. Quoi qu'en disent nos mamamouchants, qui ferait mieux de ne pas trop se moucher, en tout cas dans des mouchoirs jetables, eh bien il est évident que le masque c'est indispensable et qu'on le sait depuis le départ. Alors, revenons maintenant qu'on a brossé rapidement le contexte, fait rapidement partager les scénarios possibles. Revenons à votre pandémie personnelle. Alors, moi je pense qu'il ne faut pas considérer ce déconfinement comme la fin de la crise. Encore une fois, on va espérer que c'est la fin de la crise, tel n'est pas le sujet. Mais une fois qu'on l'a espéré très très fort, l'espoir, ça nourrit pas son homme. Donc c'est très important, mais les raisons d'espérer, c'est pas comme ça qu'on prévoit l'avenir et qu'on s'organise et qu'on prend les meilleures décisions. Quelles sont les raisons d'espérer? Il y en a. C'est très bien, mais ça, c'est de la démagogie. Les raisons d'espérer, c'est pas là-dessus qu'on se concentre. On se concentre sur les causes potentielles de problèmes. Donc, c'est pas la fin de la crise, c'est pas la fin de l'épidémie, c'est une nouvelle étape dans cette pandémie que nous affrontons dans le monde entier. Donc, moi, je vous invite à penser votre employabilité. Donc, dans votre pandémie, il doit y avoir plusieurs parties, plusieurs sous-plans, et donc notamment votre plan d'employabilité. Qu'est-ce que vous savez faire? Donc, c'est le moment de faire votre bilan de compétences de manière personnelle, en faisant des bilans via Internet, parce que vous avez plein de choses là-dessus, vous pouvez regarder, en prenant une prestation à distance s'il le faut, ou en tout cas en vous y lançant quand il y aura la possibilité de se déconfiner. Donc, c'est le moment de penser vos formations, vos compétences et vos projets professionnels. Il y a beaucoup de gens qui ne retourneront sans doute pas dans leur poste à l'issue de cette crise, soit parce que ce poste-là les aura quittés, soit parce que eux voudront quitter ce poste-là. Voilà, je crois que ça va être pour beaucoup de gens une manière de faire un point forcé sur leur projet professionnel et sur leur carrière jusqu'à présent. Aucun jugement, ni de valeur, ni de quoi que ce soit là-dedans, simplement du bon sens. C'est que c'est évidemment le moment de s'interroger. Des grandes phases comme ça qui sont un petit peu chamboulantes, qui remettent en cause la manière dont on a vécu jusqu'à présent, et ça c'est valable pour tous, eh bien ça permet de valider des choix ou d'invalider des choix ou de se prendre conscience qu'on a finalement envie de faire autre chose. Et donc c'est l'occasion aussi évidemment de penser votre projet professionnel autrement, différemment, et puis comme le chante très bien un immense chanteur, d'aller jusqu'au bout des rêves. Voilà. Plan d'action en sorte de sortie de confinement. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous prévoyez? Il y a un certain nombre de tâches que vous n'avez pas pu accomplir jusqu'à présent. Listez-les, faites des to-do list, donc des listes de choses à faire en bon français. Planifiez ce que vous allez faire, mettez des ordres de priorité. Dans une de mes lettres stratégies, j'avais proposé justement à tous mes abonnés de vraiment penser ça avec justement un modèle de comment je fais, comment je m'y prends pour planifier, réaliser mon plan d'action de déconfinement. Sur le plan financier, c'est cette fameuse fenêtre que nous allons tous avoir. Ce déconfinement, c'est la fenêtre de tir qui va peut-être se refermer, soit très vite, soit ultérieurement, soit peut-être jamais, ce qu'on va espérer. Mais en tout cas,
dans toute approche raisonnable, on ne va pas considérer que cette fenêtre de tir qui va s'ouvrir va rester éternellement ouverte. On va prendre en considération et prendre en compte le fait que la fenêtre de tir va se refermer et qu'on risque de repartir dans une forme de confinement ou de reconfinement quand nous serons confrontés à une seconde vague ou à un second pic épidémique. On ne va pas partir du principe positif et optimiste qu'on va l'éviter. On va espérer de toutes nos forces et de tout notre cœur que nous allons l'éviter, mais nous allons nous préparer au fait que nous n'allons pas l'éviter. Donc évidemment, sur le plan financier, c'est très important. Ça veut dire que c'est peut-être pas, je réponds à une question qu'on me pose souvent, c'est peut-être pas le moment de racheter des actions. Voilà, c'est-à-dire que, à mon sens, nous ne sommes qu'au milieu du gué et nous n'avons pas terminé cette crise et nous n'avons pas terminé les problèmes puisque nous n'avons aucun marqueur de sortie de crise. Donc moi je ne suis pas acheteur d'actions, mais ça n'engage que moi. C'est mon analyse, ce n'est pas la vérité, c'est mon analyse et vous avez évidemment le droit de ne pas la partager, de la discuter, de l'analyser, de la disséquer, de lui apporter toute opposition intellectuelle nécessaire pour justement qu'on essaye de mieux trouver. C'est à ça que servent les commentaires, mais à mon sens, tant qu'on n'a pas les marqueurs de fin de crise, on est toujours soumis à une potentialité de seconde vague ou de second pic, et aujourd'hui, on n'est pas capable de juger avec certitude que c'est la fin de la crise. Donc, si c'est pas la fin de la crise, c'est pas maintenant qu'on achète, surtout que les conséquences économiques n'ont pas encore été visibles, notamment l'effondrement du profit des entreprises. Donc, à un moment donné, il va bien se passer quelque chose sur les marchés financiers. À titre personnel, donc en tout cas voilà, sur vos choix de placement, vous avez une fenêtre de tir pour faire des arbitrages, pour faire des retraits, pour faire tout ce que vous voulez sur vos contrats, sur vos placements, sur vos machins. C'est à vous de voir vos stratégies, mais en tout cas vous allez avoir une fenêtre de tir à partir du 11 mai pour mener un certain nombre d'actions, donc planifiez-les. À titre personnel, je vous invite à maintenir un haut niveau de stockage. Vous avez vu que l'un des principaux problèmes auxquels nous avons à peu près tous été confrontés pendant ce presque 2 mois de confinement, c'est que nous avons vécu sur stock. Donc nous avons vécu globalement avec ce que nous avions à la maison et ce qu'on pouvait trouver dans les rares magasins ouverts, à savoir les supermarchés. Alors c'est vrai qu'on peut y trouver beaucoup de choses, mais enfin en attendant, on n'avait pas forcément envie d'y traîner très longtemps, on n'avait pas forcément envie d'y faire du shopping, voilà. Puis il n'y a quand même pas tout, donc on s'est retrouvé à vivre sur stock. Et moi, à un moment donné, je me suis presque retrouvé en panne de papier, tout simplement parce qu'en plus, il y avait 3 gamins qui devaient imprimer les fiches de leçons, de machin, de trucs qu'envoyaient les maîtresses et les profs. Donc du coup, un petit peu compliqué. Enfin, voilà. Donc, maintenez un niveau élevé de stockage, d'autant plus que je pense qu'il faut intégrer dans nos plans d'émis, et je vous en parlais tout à l'heure, avec quel est l'état de la chaîne logistique mondiale, une probabilité importante de pénuries qui vont être durables et variables. Durables parce que, évidemment, vous voyez bien ce que ça veut dire, ça va durer dans le temps, parce que ces confinements, ces reconfinements, ces déconfinements, ça va être évidemment mondial. Donc, vos pénuries, des fois, il va y avoir un arrivage, je vous dis n'importe quoi, moi, mais ils auront produit des pantalons en Inde, donc on va recevoir un arrivage énorme de pantalons provenant d'Inde partout en Europe, et donc on va pendant 15 jours, 1 mois ou 2 mois, on va trouver du pantalon, peut-être même pendant 6 mois, on va trouver du pantalon, mais on ne trouvera pas de godasses qui, elles n'ont pas pu partir d'Inde pour X ou Y raison, ou de Chine, ou je sais pas trop quoi, et donc là, on va pas trouver de godasses parce que, voilà, et donc on va devoir user nos semelles, et puis ça peut être compliqué par exemple pour les chaussures, et donc on peut avoir une pénurie par exemple de godasses, mais ne pas avoir une pénurie de pantalons, ou évidemment inversement. Je vous prends des exemples, je n'ai strictement aucune idée, mais assez logiquement, si on extrapole ce qui s'est passé déjà depuis plusieurs mois, où on a de vraies ruptures sur les chaînes logistiques et sur les productions, on a des vraies ruptures sur le fait de transporter, donc on peut transporter en avion, ça, des avions vides, c'est pas ce qui manque aujourd'hui. D'ailleurs, même Air France, non, c'est Boeing, bref, je ne sais plus si c'est Boeing ou Airbus, vous vérifierez, parce que j'avais vu passer l'info rapidement, je crois que c'est Boeing qui proposait de transformer ces Boeing passagers en Boeing cargo.
aux compagnies aériennes pour qu'elles puissent faire du transport de fret à défaut de faire du transport de passagers. Donc vous voyez, on va évidemment voir au moment du déconfinement, les problèmes de logistique vont apparaître. Magasins vides, les meubles qui ont été produits vont-ils arriver? Ont-ils été produits en suffisamment grande quantité? Aujourd'hui, personne n'est capable de vous donner la réponse. Je ne sais pas ce qu'on va retrouver dans les magasins au moment de la sortie. Donc en tout cas, maintenez un niveau de stockage élevé. Ce n'est pas le moment de déstocker massivement ce que vous avez pu stocker. Vous devez maintenir un niveau de stockage élevé. Vous avez fait vos provisions, donc c'est bien. Il fallait le faire. Et maintenez ce niveau exigeant de provisions pour les prochains mois, parce qu'on ne sait pas exactement à quelle sauce on va être mangé. Puis il y a toutes les insécurités aussi professionnelles. Également, donc, cette histoire de pénurie potentielles qui vont être durables et variables en fonction évidemment de la manière dont se perdure le virus et sa diffusion en population mondiale. Et enfin, un plan de reprise et d'activité, de continuité d'activité pour les pros et ceux qui sont en position de direction. Donc le plan de continuité d'activité pour ceux qui ne l'avaient pas, ils ont subi le premier confinement et le premier arrêt, la première rupture de normalité de plein fouet. Donc on a le droit de se faire piéger une fois mais pas deux. Donc pensez à mettre en place et à mettre au point votre plan de continuité d'activité. Et puis pensez aussi et surtout par rapport au déconfinement à mettre en place votre plan de reprise d'activité. Je vous donne un exemple qui n'en est évidemment pas un puisque nos amis restaurateurs, hélas, ne peuvent pas réouvrir. Il faudra d'ailleurs qu'on m'explique comment on peut ouvrir la cantine des écoles, des collèges et ne pas ouvrir un restaurant qui fait 20 couverts ou 30 couverts avec que des adultes. Ça, j'ai énormément de mal intellectuellement à comprendre que, moi dans ma petite ville de province, les 4 plus gros restaurants, c'est les 4 cantines des scolaires, quoi. Donc c'est évident que c'est les 4 cantines du lycée qui a 1500 gamins, du lycée pro qui en a 1000, j'ai des collèges et des lycées, et donc ça c'est évidemment là qu'on a les plus gros restos, parce qu'ils servent 1000 couverts, 800 couverts le midi. Donc moi j'aimerais bien qu'on m'explique quand même comment on peut ouvrir une cantine scolaire mais pas ouvrir les restaurants. Donc là on a un vrai sujet de débat politique, mais ça c'est autre chose. Donc en tout cas, préparez votre plan de reprise d'activité. Donc imaginez vous êtes un restaurant, pour pouvoir réouvrir, il va falloir refaire un nettoyage, il va falloir réalimenter, remettre le frigo il va falloir refaire le plein, repréparer ses menus, etc. Donc vous allez avoir un certain nombre d'étapes à suivre avant de pouvoir réouvrir votre établissement. Et donc ça c'est valable pour tous les professionnels qui sont soumis à un certain nombre, un redémarrage. C'est pas forcément je mets la clé, je tourne, ça démarre. Des fois, faut amorcer le redémarrage. Donc, ceux qui veulent aller plus loin, donc ça je m'adresse là uniquement aux pros, vous avez un kit qui s'appelle le kit incontournable de pilotage, de gestion de crise. Ça n'a pas été écrit par moi, ça a été écrit par Jean-Paul Lebec qui est un pro de la gestion de crise, qui avait énormément travaillé sur justement le H1N1 et l'épidémie et sur les plans de continuité d'activité, notamment à l'époque du H1N1, mais c'est pas la seule crise qu'il ait vécue, et par un autre garçon qui s'appelle Thierry Paulet, qui sont tous les deux des seniors, voilà, donc on va dire qu'ils ont beaucoup d'expérience et qu'ils ont atteint la soixantaine et les cheveux bien gris et bien blancs, et donc ils ont écrit tout ce dossier que je trouve très intéressant. Encore une fois, c'est pour les pros, ça s'adresse pas du tout aux particuliers. Il n'y a pas, dans une démarche individuelle, vous vous reportez à la diapo, ça c'est largement, à titre perso, ça c'est largement suffisant. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Là en revanche, quand vous êtes directeur, manager, patron, indépendant, TPE, PME, artisan, etc., là ça peut être super intéressant parce que ça va vous permettre de poser les bases de l'approche de gestion de risque. Donc ça c'est l'approche intellectuelle. Ça va vous permettre surtout de gérer les différentes phases, dont le retour à la normale, mais avec notamment le PRN qui est le plan de retour à la normale. Je vous en touchais quelques mots dans la diapo précédente, de vous préparer à un nouveau confinement, et ça c'est les plans de continuité d'activité pour ceux qui ne l'auraient pas pensé, avec évidemment l'expérience maintenant de ce premier confinement, ça vient enrichir tout ça.
Ça vous permet d'avoir une méthode et d'avoir évidemment les outils pour le faire, parce que dedans vous avez des fiches, des machins, des trucs, enfin bon bref. Donc c'est vachement bien fait, il y a plus de 70 pages, enfin voilà, c'est un bon truc pour ceux qui, encore une fois, sont des directeurs, des patrons, des artisans, des gens qui ont des petites boîtes, de l'activité professionnelle. Pour eux, ça peut être utile. Pour tous les autres, pensez vraiment, c'est hyper important, à votre pandémie, à mon sens. N'imaginons pas que ce soit la fin de la crise, ce n'est pas la fin de la crise, c'est une nouvelle étape, mais c'est une nouvelle étape dont il va falloir profiter parce qu'évidemment, ça va être bon de retrouver un petit peu de liberté, un petit peu plus de liberté de mouvement, et ça, il faut que ce soit un mouvement, un moment, joyeux et agréable pour tous, donc il faut en profiter, c'est très important, il faut que ce soit quelque chose de positif, mais malgré cette positivité, malgré l'importance de retrouver ces mouvements et un peu de liberté, gardez dans un coin de votre tête que ce n'est sans doute pas la fin de la crise, mais dans une crise, une rémission, ou ce qu'on appelle dans un mouvement baissier, une petite hausse ou une petite hausse, ça arrive dans tous les mouvements baissiers, vous savez, ce sont des paliers comme ça, donc on a un grand mouvement baissier, puis on a des reprises comme ça, mais globalement le mouvement est baissier, donc ça, on peut être évidemment confronté à ça, c'est sans doute pas la fin de crise, donc soyez vigilants, restez prudents, ne vous endormez pas, maintenez un haut niveau de stock, maintenez un haut niveau de préparation, soyez très vigilants sur vos emplois, évidemment prenez soin de vous, je pense que quand on va déconfiner les 10 premiers jours, allez on va dire les 2 premières semaines ne devraient pas être trop dangereuses parce que la circulation du virus devrait être faible, mais en revanche au bout de 15 jours, c'est là qu'on risque peut-être d'avoir des problèmes, donc dans tous les cas, soyez extrêmement vigilants, prenez grand soin de vous, et puis on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Vous n'oubliez pas de me mettre les doigts de Schtroumpf, de vous abonner à la chaîne Insolentiae TV, vous pouvez vous abonner gratuitement à la lettre quotidienne sur le site insolentiae.com, vous avez les commentaires en bas, évidemment, pour échanger. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau JT de l'écho dans le grenier. Et on sera à la veille du déconfinement. Allez, bonne semaine, bonne dernière semaine de confinement à tous. Et on se retrouve le week-end prochain pour le week-end de la Libération. Et vous avez presque le sujet de dimanche prochain. Merci les amis, à très bientôt. Et faites attention à vous. Merci.